Bonjour, moi je vais vous parler de la lecture de paysages comme géographe, en tant que géographe, et je vous dis tout de suite, je ne vais pas aborder la dimension sensible et esthétique parce que c'est déjà abordé d'un autre côté. Alors, le paysage pour le géographe, on peut donner une définition, il y en a beaucoup, c'est une partie de territoire vue par un observateur à un moment donné, dans lequel sont inscrits des faits naturels, des faits humains, des faits passés, des faits actuels, dont certains aspects sont visibles au moment où l'observateur regarde. Alors ces faits naturels et biologiques ou anthropiques, l'homme aménage et utilise un espace, ont une dynamique et ont vraiment beaucoup de réactions les uns sur les autres. Par exemple, le naturel, le relief influe sur l'organisation agricole. Vous avez une pente, l'homme va l'aménager, pour le cultiver, va l'aménager en terrasse. L'homme influe sur le végétal vivant. Il y a une forêt et l'homme déforeste. Vous voyez ces interactions entre les faits naturels et les faits anthropiques. Alors, là, nous avons un paysage où il y a des éléments de pierre sèche et nous allons voir comment le lire. Moi, je vois trois opérations importantes, trois phases importantes. Regarder, analyser et comprendre. Je fais un préalable quand même avec la notion de temps. Nous pouvons avoir ou plusieurs, mais en tous les cas, trois types de paysages de la pierre sèche. Soit nous avons un territoire cultivé, vivant, et sous nos yeux, nous avons l'organisation matérielle de terrasses entretenues, de chemins entretenus, de cabanes bien montées. Donc là, nous avons à lire directement l'organisation d'un paysage de pierre sèche. Soit nous avons, et c'est beaucoup plus le cas en France, un paysage fossile, comme ici, où la pierre sèche se révèle derrière un rideau de végétation plutôt abandonné et plutôt désordonné. Nous pouvons avoir aussi un paysage d'extension villageoise, dans lequel incluent des restes d'une organisation d'un territoire agricole en pierre sèche. Par exemple, un bâtiment, une cabane en pierre sèche adossée à une maison, ou un mur en pierre sèche qui continue à enclore un jardin. Donc vous voyez, en fait, tout le reste, c'est de l'extension actuelle. Donc vous voyez que dans le paysage, il y a des histoires se superposent et s'entremêlent, et il est souvent difficile, avec les éléments encore visibles, de comprendre le paysage originel. Vous voyez bien que dans les deux derniers cas du paysage fossile sous la végétation d'extension villageoise, il va falloir faire avec des bribes d'informations encore visibles pour comprendre cette organisation. Il va falloir extraire. Donc vous voyez que le temps qui passe sur un territoire est très important et qu'il faut toujours le prendre en compte et le démêler en quelque sorte. Maintenant, quand on a vu la prise en compte du temps, et maintenant comment allons-nous lire le paysage que nous avons sous les yeux? D'abord, regarder. En fait, notre vision fonctionne, on voit tout l'ensemble, simultanément, l'ensemble du paysage et des détails et vice-versa. Et ce que nous avons sous les yeux, en fait, je vais le prendre dans un seul regard et en même temps, je vais capter, il y a des détails que je vais capter. Et en fait, lire un paysage, c'est épier ce qu'il y a entre soi et l'horizon. Maintenant, il va falloir que ce regard, je l'organise. J'organise ce regard, donc pour l'analyser. En fait, le paysage que j'ai sous les yeux, il y a des plans.
il y a des plans entre moi et l'horizon. Hein. Par exemple, ce vallon de la Tapie, si je regarde vers l'est, j'ai le premier plan, c'est la dalle sur laquelle nous sommes. Le second plan, c'est le vallon. Le troisième plan, c'est le versant. Et au-dessus du versant, vous voyez, alors là, vous voyez, il y a une corniche rocheuse. Si je regarde vers le sud, j'ai en premier plan la dalle, en second plan le village et en troisième plan la plaine avec à l'horizon les Alpilles. Donc vous voyez, ces différents plans, il va falloir les analyser. Il va falloir voir les éléments qui sont sur chaque plan, les nommer et voir les liens qu'ils ont entre eux pour former une organisation. D'abord, le premier plan, c'est la dalle. Sur cette dalle, nous voyons qu'il y a des rigoles, qu'on appelle des larmiers, qui sont creusés par l'homme et qui conduisent sur cet impluvium, du haut de l'impluvium vers le bas de l'impluvium. Donc, je note cet élément-là. Si je regarde le vallon, je vois qu'il y a des feuillus, que c'est beaucoup plus clair, qu'il y a toute une végétation de feuillus. Pourquoi une végétation de feuillus? C'est un indice d'humidité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce vallon? Est-ce qu'il y a de l'eau, ou etc. Si je regarde le versant, je vois que la couverture végétale, mais heureusement, à un endroit, quelqu'un a nettoyé son terrain et je vois qu'il y a des aménagements en terrasse. Donc je peux supposer qu'il y a un continuum d'aménagements en terrasse. Et si je vois la corniche, je vois qu'il y a une forte érosion de la corniche qui forme des baumes. Et dans ces baumes, je vois aussi quelques murets en pierre un peu élevés. Donc voilà, j'ai ces éléments-là, mais vous voyez bien qu'en fait, quand je regarde ce paysage, je n'ai pas d'informations complètement directes sur la pierre sèche. Il va falloir que je trouve des indices comme ces rigoles, ces terrasses, ces baumes ou cette végétation au sud, des indices pour émettre des hypothèses. Et c'est pour ça que la partie comprendre dans ces lectures est plus compliquée, parce qu'il va falloir que je fasse appel à ma connaissance personnelle d'abord. Donc là, je vois que c'est larmier, je sais qu'ils sont créés par l'homme, ils ne sont pas créés pour rien du tout, ils sont créés pour amener l'eau quelque part. Donc, j'émets l'hypothèse que dessous, il y a un aménagement qui recueille cette eau pour une raison quelconque, donc pour avoir une réserve d'eau. D'autre part, ces rigoles, elles ne vont pas toutes au même endroit. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des rigoles qui vont à un endroit et pourquoi il y a des rigoles qui vont à un autre? Donc je fais une hypothèse, mais pas ce que je connais. En fait, c'est parce que dessous, il y a un habitat troglodyte et qu'on fait des rigoles pour écarter l'eau de la façade de la maison et des rigoles pour alimenter une citerne. Quand je vois le vallon avec cette végétation très claire, j'ai quand même l'hypothèse qu'il y a de l'eau, qui sourd ou qui est récoltée en bas des versants, et donc on y cultive certainement quelque chose qui a besoin d'eau. Donc c'est une hypothèse, bon, que vous connaissez, ça peut être des jardins ou etc. Quand je vois le versant aménagé en terrasse, je vois un bout de terrasse, mais je suppose que je fais l'hypothèse que tout le versant est aménagé en terrasse. Et là, de toute façon, ce sera de la culture sèche, puisqu'il n'y a pas de système d'eau. À l'étage des corniches, on voit que tout ce qui a été creusé, on voit des petits aménagements en pierre, et en fait, c'est quand même l'endroit des baumes qui a été facile à aménager par l'homme depuis le néolithique, et ensuite, avec 2 murs de refend, d'aménager des habitats semi-troglodytes. Donc vous voyez, en fait, l'observation appelle toujours des questions. Et il faut trouver à répondre, à mettre des hypothèses, à répondre à ces questions par sa connaissance personnelle. Et autrement, après, il faut faire du terrain. C'est-à-dire que moi, je vais faire ce qu'on appelle un transect. Je vais me dire, il faut que je parte de là et que je fasse tous ces plans du paysage pour voir ce qu'il y a dessous,
comme élément réellement. Hein. Alors je vais dire, il faut que je passe la dalle, que je passe le versant, le bas-fond, le versant fait pour arriver aux corniches là-haut. Ça, c'est pour arriver à passer par tous les plans de paysage et à savoir réellement, en réalité, ce qu'il y a sur le terrain pour informer ma lecture. Hein. Mais bien sûr, il va falloir que je ne vais pas aller à pied, je ne vais pas descendre en rappel ici, donc il va falloir que je trouve un cheminement par des sentiers qui va me permettre de traverser tous ces plans de paysage. Alors ça, c'est l'information sur le terrain. Je m'aperçois dessous qu'il y a des terrasses, qu'il peut y avoir une cabane. Enfin, je vais voir en réalité ce qu'il y a, ce qui va rentrer dans mon information de lecture. Et puis ensuite, je pense qu'il faut quand même s'aider, parce que s'aider de documents, on peut avoir des documents extérieurs, de préparation d'ailleurs de ces lectures de paysage ou après, qui sont quand même importants, en particulier la photographie aérienne. La photographie aérienne, en fait, c'est une lecture verticale du paysage. Hein. Nous, on a une lecture horizontale ou oblique quand on est un peu en hauteur. Et puis, l'avion prend une vue verticale du paysage. Donc là, on va avoir plus d'ampleur dans notre lecture parce que ça va être beaucoup plus large. Hein. Alors bien sûr, les missions actuelles sont pleines de végétation, mais on a énormément de missions anciennes depuis à peu près le début du XXe siècle, et plus à partir des années 20 et 30, où il y a beaucoup moins de végétation, parce que peut-être que le territoire de la Pierre Sèche a été abandonné, mais il n'y a pas encore toute la forêt. Et donc on va pouvoir lire des éléments qui sont là, des éléments qu'on ne voit plus derrière ce rideau forestier. Hein. On a aussi des cartes. On a des cartes, on a en particulier le cadastre napoléonien qui va aider beaucoup sur l'utilisation dans la période 1750-1850, où il y a une extension très importante du territoire de la Pierre Sèche, et comme le cadastre napoléonien 1830, il va permettre d'avoir de l'information. On a après des cartes, comme les cartes au 20 millième des années de la guerre, hein, qui sont vraiment avec beaucoup d'informations, puisque toutes les terrasses sont inscrites dessus, etc. Alors tous ces documents, vous allez quand même les retrouver. L'IGN a réuni dans un logiciel, dans un site qui s'appelle Géoportail, vous allez trouver toutes les cartes, toutes les missions aériennes, et vous allez pouvoir remonter le temps. Hein. Donc ça, c'est quand même du matériel d'information qui va vous aider à comprendre ce paysage que vous avez analysé. Donc en fait, moi je pense que la lecture de paysage, ça permet une très bonne compréhension du territoire, mais encore faut-il quand même l'asseoir avec des données complémentaires. Hein. Et je pense qu'il faut aussi accéder à la compréhension de l'organisation matérielle du territoire, mais il faut aussi accéder à la compréhension du système social et économique qui a créé ce territoire. Hein. Donc ça va se faire avec des données complémentaires. On ne peut pas le faire seulement avec la lecture de paysages.